De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Nous sommes le 17 novembre 2017 et merci d'être avec nous, c'est De quoi je me mêle. Vous le savez, toute l'actualité high-tech chaque week-end sur rmc.fr en version audio et puis la version vidéo qui vous attend sur 01net TV et sur YouTube. Je suis très heureux de vous retrouver avec un De quoi je me mêle exceptionnel. Je vais tout vous expliquer dans un instant. Mais sachez que tout à l'heure, en deuxième partie de ce De quoi je me mêle, c'est Victor Jakimovic qui sera là. Victor avec sa sélection de produits high-tech et notamment un casque de vélo connecté. Alors vous vous dites à quoi ça sert un casque de vélo connecté? Déjà il protège et puis deuxièmement vous verrez tout à l'heure, je vais pas tout vous dire quand même. Victor, ça sera dans quelques instants. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mêle. Vous pouvez aussi réagir au contenu de cette émission sur Twitter avec le hashtag DQJMM, De quoi je me mêle, DQJMM. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et pour débuter, c'est le club de la presse IT et c'est le débat avec Éric Le Bourlou, comme chaque vendredi. Salut Éric. Éric, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, les amis. Donc, happy birthday, Éric. Merci. Éric Le Bourlou, donc, vous le savez, rédacteur en chef de 01net.com. Éric, pour ton anniversaire, oui. Je t'ai apporté un magnifique cadeau. Oui. C'est un invité exceptionnel que nous avons dans De quoi je me mêle cette semaine. Je suis très, très heureux et très fier de recevoir Luc Julia. Bonjour Luc. Bonjour. Luc Julia, vous ne le connaissez peut-être pas et pourtant, grâce à lui, eh bien, si vous avez un iPhone et que vous utilisez Siri, eh bien voilà, il est un peu dans vos usages au quotidien puisque, entre autres, vous êtes le VP Innovation Samsung. Luc Julia, hein, d'accord. Donc vous êtes le grand Manitou de l'innovation chez Samsung. Vous êtes le papa de Siri. Le grand papa. Voilà. Alors là, c'est pas Samsung, c'est Apple. Oui. Voilà. Vous étiez deux, je crois, hein, à créer Siri. Exactement. Voilà. C'était en quelle année tout ça? Les tout premiers brevets, les deux premiers brevets fondateurs en 1997. 1997. Oui. Ouais. Donc ça fait 20 ans. Ah bah ça fait 20 ans. Et ben voilà, ça fait 20 ans. Ouais. Bon, alors Siri a un petit peu progressé, même si on verra que c'est pas complètement, on va dire, réglé cette histoire-là. Et puis, vous êtes aussi le créateur d'un logiciel. Alors, je sais pas, Eric, si tu t'en souviens, mais quand on était un petit peu plus petit, on se servait d'un logiciel qui s'appelait Orb. Ah oui, je m'en souviens très bien. Voilà, c'était un logiciel génial. D'ailleurs, on a retrouvé, Luc, si vous êtes avec nous en vidéo, on a retrouvé une capture d'écran de la dernière version de Orb. Ah ouais. Voilà. Orb, c'était quoi? C'était un serveur de streaming sur PC qui vous permettait, en l'installant, de récupérer en fait votre audio, votre vidéo, vos photos, où que vous soyez, sur un autre PC via Internet. Ouais. Et c'était, à l'époque, moi je trouvais ça révolutionnaire. C'était pratique. Enfin, voilà. Et donc, merci Luc, parce que bon, alors Orb n'existe plus depuis, mais à l'époque, c'était quand même assez visionnaire, parce que finalement, c'était le tout début des Netflix, de Spotify, de tous ces trucs-là. Exactement, c'était le premier truc de streaming live. Et donc ça, c'était en 2002. On a montré sur un téléphone, même c'était même pas la peine d'avoir un ordinateur. Oui, c'est vrai, il y avait sur un téléphone, on pouvait streamer la télé live depuis chez soi. Exact, donc, je me souviens. C'était énorme. C'était sous Windows Mobile, non? Un truc comme ça? Non, c'était les Nokia. Hein, les Nokia, ah oui. Sur Symbian. Symbian, sur Symbian, ouais, c'est clair. C'était assez fou, c'était super joli. Et rappelez-vous aussi les vitesses qu'on avait à l'époque. Hein, on parlait de K pour la vitesse des téléphones. Et oui, parce que ça réencodait les vidéos à la volée. Ça réencodait à la volée en fonction de la qualité du signal. Ouais. Et à l'époque, on n'avait presque pas de fibre, c'était que de la DSL. Exactement. Et c'était l'upload qui était important à l'époque. C'était l'upload, mais c'était aussi le download au niveau du téléphone. Et les petits écrans, bon, la bonne nouvelle, c'était que c'était des tout petits écrans, les Nokia, donc c'était sympa. Ouais. Mais bon, faire de la live TV sur des téléphones à l'époque, c'était quelque chose. On avait même retrouvé un article sur 01net.com qui date de 2011 sur Orb en disant, voilà, alors il y avait le lien pour le télécharger, j'ai cliqué, ça marche plus. Hein. Ça n'existe plus. Ça a été racheté. Hein. Ça a été racheté par Qualcomm. Enfin, tout ça pour dresser un peu le pédigré de Luc Julia. Et encore, bon, on ne vous raconte pas tout. Vous êtes aussi à la tête de cette, chez Samsung, hein, de cette volonté d'avoir un écosystème unique pour que les objets connectés se connectent entre eux, ce qui n'est pas une mince affaire. Hein. Voilà, c'est pour redéfinir l'IoT, au lieu de dire Internet of Things, maintenant on va dire Interoperability of Things. Voilà, et vous vivez aux US, donc dans la Silicon Valley. Depuis 20 quelque chose. Voilà, c'est ça. Et de temps en temps, vous venez en France et vous êtes passé par le studio De quoi je me mêle. À cette occasion, c'est très, très sympa. Luc, on va parler tout à l'heure de vos sujets de compétences, bien sûr, hein, qui sont la reconnaissance vocale, mais aussi tout ce qui est intelligence artificielle. Mais auparavant, avec Eric, on a instauré ça depuis la semaine dernière. On va revenir
on va dire, aux grands faits d'actualité qui ont marqué la semaine, puisque vous avez été très nombreux à nous le demander sur les réseaux sociaux. Et on va commencer par ce nouveau téléphone, donc le OnePlus T, qui a été annoncé hier à New York. Vous avez pu le découvrir d'ailleurs en exclusivité sur 0net.com et 0net TV. Oui. OnePlus, alors... marque inconnue du grand public, mais qui chez les geeks fait un carton. Eric. Oui, en fait, c'est intéressant ce OnePlus 5T parce qu'en fait, c'est un peu une comment dire, une version surprise du OnePlus 5 qui était sorti il y a quelques mois déjà. Et donc OnePlus remet le couvert là un petit peu par surprise. On s'attendait pas trop à ce téléphone-là, avec un mobile à écran sans borne, donc pour suivre un petit peu la tendance actuelle. On sait qu'il y en a un qui est sorti il y a pas très longtemps d'une certaine marque qui s'appelle Apple. Et donc, ce qui est intéressant avec ce téléphone-là, c'est qu'effectivement, il reprend tous les codes du smartphone haut de gamme actuel, mais avec un prix qui est un petit peu moins élevé. Voilà. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de mémoire. Il a un processeur hyper puissant, le plus puissant du moment. Il a un bel écran. Enfin, voilà, un double capteur. Il a un écran sans bord. Voilà, il a tout ce qu'il faut. Pas de concession sur on va dire la puissance. Oui, sur les features, sur la puissance. Mais il coûte 500. Voilà, il coûte 499 €. Voilà, un peu plus. Je oui, je crois que c'est 500. Dans ces eaux-là. Et c'est vraiment, enfin voilà, un prix somme toute très intéressant par rapport aux capacités du téléphone. Ce qui est intéressant avec ce téléphone-là aussi, c'est, je ne sais pas si c'est un petit clin d'œil à Apple, c'est qu'effectivement, il dispose aussi de la feature de l'iPhone 10 qui a été beaucoup commentée ces derniers temps. On va en parler d'ailleurs dans un instant. C'est la reconnaissance faciale, et d'après les premiers tests qu'a pu faire Raphaël chez nous, c'est même limite plus rapide que ce que peut faire Apple avec son Face ID. Alors c'est sans doute moins sécurisé parce qu'il n'y a pas de capteur qui permet de capter la profondeur en façade, mais en revanche c'est très rapide, ça l'a plutôt convaincu pour ses premiers tests, donc on va faire le test. Voilà, il y a un test qui va être publié très bientôt, donc on pourra vous en parler plus, mais en tout cas c'est intéressant de voir que ce téléphone c'est un petit peu l'anti-iPhone 10 en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire c'est un petit peu un pied de nez avec cette histoire de Face ID, like sur ce smartphone, mais effectivement c'est un peu un anti-iPhone dans le sens où il est beaucoup moins cher et il joue le quart du prix alors qu'on sait que l'iPhone est très cher, qu'il est effectivement plutôt très puissant mais pas cher. Et en termes de photos, on a déjà des premiers retours. Ouais, alors pour la photo, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont un petit peu changé. Ils ont utilisé leur second capteur pour faire autre chose que ce qu'ils faisaient à la base, c'est-à-dire un mode portrait. Donc effectivement, pour l'instant, on a l'impression que c'est à peu près la même chose que ce qu'on avait sur le OnePlus 5. Il n'y a pas de révolution par rapport. Mais c'était déjà excellent. C'était déjà excellent. Voilà, mais ce qui est intéressant aussi, dans le sens où ce téléphone, c'est un peu l'anti-Apple, c'est que en fait tout ce nouvel appareil là intervient alors que OnePlus est un petit peu critiqué en ce moment. OnePlus, pour des raisons de données personnelles. On sait que pour Apple, les données personnelles, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça aussi qu'ils disent, nous, on ne vend pas vos données. Avec nous, elles sont en sécurité, etc. Sauf que OnePlus s'est fait épingler à plusieurs reprises là, dans les semaines dernières. Là, on a découvert récemment sur leur téléphone une appli qui espionnait quelque peu. Oui, qui permet de loguer en fait à peu près tout ce que vous faites sur le téléphone. Ils ont été aussi ils ont eu quelques petits problèmes en fait aussi avec un chercheur en sécurité qui avait découvert qu'effectivement ils envoyaient des données énormes de télémétrie vers des serveurs chinois il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, ils ont un peu rétro-pédalé pour dire non, on va arrêter de le faire, etc. Mais voilà, c'est marrant aussi de voir que c'est un gros nuage qui passe quand même sur effectivement le lancement de ce produit. Voilà. Là, ils n'arrêtent pas de se faire un petit peu taper sur les doigts de ce point de vue-là, ce qui est aussi un petit peu important. Il faut en parler, la vie privée, et de comment ces téléphones gèrent nos données personnelles. Voilà. Luc, vous connaissiez la marque OnePlus ? Je ne connais pas la marque, mais effectivement, enfin, les données personnelles, c'est très très important d'expliquer comment c'est fait, comment on les garde et comment on les exploite. Parce que je pense que ça peut casser la marque. Exactement, ça peut être dangereux. Alors c'est vrai qu'Apple, eux, se sont fait une religion de cela, mais c'est pas forcément le cas de toutes les marques chinoises, notamment de OnePlus. Donc bon, ils n'ont pas réagi aux dernières polémiques. On va voir, enfin rapidement, on va dire, ils peuvent poster un petit message sur leur forum en disant bon, on va faire attention, on va faire gaffe. Mais effectivement, c'est quand même. Mais après, on peut se poser la question, est-ce que finalement, c'est peut-être pas parce que justement, il est pas cher qu'ils mettent ces petits logiciels espions pour récupérer des données qui font que finalement, en n'achetant pas cher, on est nombreux à l'acheter, ils récupèrent beaucoup de données. Je ne sais pas. En même temps, ils n'ont pas de service associé. OnePlus sert une version d'Android très basique, très pure. Donc, ils n'ont pas de service de data derrière. Alors, peut-être qu'ils le préparent. Après, eux se défendent de collecter des données à visée commerciale. Ça n'est pas le cas. Il est possible que ce soit un oubli. Voilà, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il faut faire très attention à ça quand même.
Voilà, pour ce OnePlus, on enchaîne, et on en parlait il y a un instant, c'est vrai que la tendance actuellement, c'est la reconnaissance faciale. On le voit avec Apple et son Face ID. Apple qui nous a dit que c'était sans doute la révolution du futur du smartphone, hein, voilà, parce qu'il y a plein de capteurs infrarouges qui captent votre visage, enfin qui scannent votre visage, etc. Cela dit, on n'a jamais autant parlé de Face ID, mais pas forcément pour dire que c'est super bien. Il y a pas mal pas de bugs, mais disons de mésaventures qui arrivent au système de reconnaissance faciale d'Apple. Disons qu'il était clair que dès que l'iPhone 10 sortirait, il y aurait des gens pour tenter de hacker ce système, puisque Apple l'a annoncé comme étant quasiment inviolable. Et effectivement, une entreprise de sécurité vietnamienne a réussi, avec un masque qu'ils ont confectionné avec soin, à, d'après eux, hacker Face ID. Donc en gros, là on voit le comment dire, le monsieur de l'entreprise là qui va utiliser un masque et qui en fait reproduit son visage et qui donc ce qui pourrait prouver qu'effectivement Face ID est faillible. Le seul problème de cette petite démo qui sur YouTube ne dure que quelques secondes, c'est qu'on n'a pas le protocole de test, c'est qu'on ne sait pas exactement comment ils ont fait et qu'il est possible que tout simplement ils aient entraîné suffisamment Face ID, parce qu'on rappelle que Face ID s'entraîne, c'est un réseau neuronal qui s'entraîne à reconnaître votre visage, ce qui permet ensuite, en fonction de vos évolutions, de votre vieillissement naturel, de pouvoir vous reconnaître. Donc, ils auraient mis un certain nombre d'heures à faire cela. On aimerait bien en savoir un peu plus sur comment ils ont fait et avoir vraiment leur protocole exact, parce que pour l'instant, c'est une vidéo, mais il y a quelques doutes quand même sur la véracité du truc. Apparemment, ils arrivent à le faire, mais ils ont entraîné quand même le système pendant plusieurs heures, donc c'est pas si facile que ça. Et puis rappelons que BKAV, cette société, veut sortir un smartphone ultra sécurisé avec empreinte digitale. Donc, oui, c'est évidemment une promotion aussi pour leur propre solution de sécurité. Donc c'est à prendre tout ça avec un peu des pincettes. Éric Le Bourlou a cité le réseau neuronal de la puce Apple, Luc. C'est bullshit ou c'est vrai ? Non, c'est vrai. Bon, ce qu'ils utilisent comme technologie, c'est effectivement révolutionnaire. C'est-à-dire que la depth, la distance, True depth. C'est totalement révolutionnaire dans cette technologie-là. L'erreur marketing, je pense qu'ils ont faite, c'est d'avoir dit c'est inviolable. Oui. Parce qu'il n'y a rien d'inviolable. Donc il faut être clair depuis le début. Et donc là, effectivement, ce qu'on montre comme démo là au Vietnam, c'est pas si compliqué que ça. Parce que c'est évident qu'on peut l'entraîner, on peut modifier un visage assez en faisant de l'entraînement avec deux visages similaires qui vont faire croire au réseau au bout d'un moment que c'est la même personne. Et donc, c'est la nature même d'un réseau, c'est malléable. Donc, est-ce que c'est pas une énorme erreur de la part d'Apple, justement, d'être parti du principe que la reconnaissance faciale, c'était la bonne solution ? Moi, je pense que c'est une erreur, parce que il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas une solution sécure qui est globale. La vraie sécurité, elle est multiple. Donc c'est une combinaison de plusieurs paramètres biométriques. Bien sûr, c'est le multifactor qui est la seule chose qui peut marcher. On sait très bien que les fingerprints c'est pas assez, le visage c'est pas assez, la voix c'est pas assez. Donc il faut un truc multiple, c'est tout. Et les différents réseaux qui vont s'adapter à ça, ça sera jamais infaillible parce qu'on pourra toujours imiter tous les machins. Donc ça sera plus compliqué. Mais ça sera de plus en plus compliqué. L'avenir pour vous, c'est avoir un smartphone qui détecte à la fois notre visage, peut-être notre empreinte digitale ou même notre voix et qui en combinant les trois, arrive à dire ben voilà, c'est presque sûr que c'est la bonne personne. Bon, alors d'une part, je pense que c'est combiné beaucoup plus que 3. Et d'autre part, je pense que l'avenir n'est pas le smartphone. Zut. Salut, qu'il fallait quand même nous prévenir, parce que là, franchement, on va s'évanouir avec Eric. Non, mais l'avenir, on ne va pas parler de demain. Mais je veux dire, la vérité, c'est que le smartphone, ce n'est pas une interface intéressante. C'est compliqué, il faut l'avoir dans la main, il faut qu'elle nous regarde, il faut faire plein de gestes pour que ce n'est pas une interface agréable. D'accord, on voit bien que Mémé aujourd'hui ne peut pas utiliser un smartphone. C'est trop compliqué. D'accord. Donc, la vraie interface, c'est la zéro interface. Alors là, mais vous n'allez pas vous en sortir comme ça. On va terminer sur le Face ID. Après, vous allez nous dire à quoi ressemblera l'interface de demain et quel est l'appareil qui va remplacer le smartphone. Oui, alors on va revenir sur Face ID parce que ça, c'est la première mésaventure d'Apple. Oui. La deuxième, elle est réalisée sans trucage, comme on dit. Non, oui, elle est sans trucage. Et en fait, elle est finalement plus intéressante. Oui. Parce que je trouve pas facilement reproductible.
Oui, finalement. plus facilement reproductible, puisque c'est tout simplement un enfant de 10 ans qui a pris l'iPhone de sa mère. Et effectivement, il se ressemble beaucoup. Et il peut désactiver le Face ID sur l'iPhone de sa mère. Donc là il n'y a pas eu d'entraînement, apparemment. Alors, ils se ressemblent, hein, bien sûr, mais bon, enfin, je veux dire, on n'est pas là en train de se dire ce sont des clones, quoi. Ouais, mais quand même, effectivement, ça a fonctionné. Alors, Apple avait dit, alors on disait que c'était inviolable, c'était pas tout à fait ça. Apple avait dit, il y a une chance sur 1 million, je crois, de tromper Face ID, etc., etc. En l'occurrence, après quelques semaines de commercialisation de l'iPhone 10, on se retrouve avec une vidéo sur YouTube qui nous montre une famille donc on voit le petit, là, qui réussit à désactiver assez facilement Face ID. Voilà. Donc la vidéo est très amusante, mais en l'occurrence, c'est très parlant parce que ce que disait Luc tout à l'heure, c'est ça, hein, c'est vrai. Ça montre bien que d'une part, la reconnaissance faciale n'est pas l'alpha et l'oméga de l'identification, et que évidemment que tous ces systèmes, quoi qu'il arrive, malgré tout le marketing d'Apple, sont faillibles. Mais ce qu'il y a de dingue, c'est qu'avec Touch ID, l'enfant n'aurait pas pu déverrouiller le téléphone de sa maman. Ouais. Donc on se rend compte que là, dans ce cas précis, Face ID est moins sécurisé que le Touch ID, que l'empreinte digitale. C'est sûr, mais quand on regarde les chiffres, 1 sur 1 million pour la face, pour le visage, et pour le fingerprint, c'est beaucoup plus. Donc, non, alors Apple dit que c'est 1 sur 50 000. Non, Ils disent que c'est moins. Je pense que c'est beaucoup Et plus. alors moi aussi, ça m'a choqué ce chiffre-là. Oui. J'avais l'impression que Face ID, que Touch ID était beaucoup plus sécurisé. Je pense que c'est plus sécurisé, mais c'est plus lent. Donc c'est un des arguments d'Apple, c'est de dire que leur Face ID était plus rapide. Enfin, c'est intéressant de voir comment tout ça va grossir du côté de chez Apple. Donc c'est pas l'interface qu'il faut. Non, c'est sûr. Est-ce que alors on va pas parler de Samsung parce que vous représentez Samsung et on va pas. Mais est-ce qu'à votre avis c'est une tendance, la reconnaissance faciale qui va arriver sur tous les téléphones dans les mois qui viennent? Depuis quelques temps déjà, au dernier S8, on avait C'est la vrai. reconnaissance pas faciale mais avec l'iris, les yeux. Donc c'est Et comme qui ça était plus compliqué à détecter les visages visibles. Enfin, ça marche pas trop mal. Hein. C'est vrai que c'est assez agréable, mais franchement, moi, juste faire ça, ça me fatigue. Donc, mais tout le monde aura ça. Tout le monde aura ça. Mais la vraie chose à faire, ça sera de faire une combinaison. Tant qu'il n'y aura pas une combinaison, ça sera toujours assez facile de casser. On enchaîne avec Firefox, après on va vous redonner la parole, hein, Luc. Mais le troisième titre d'actu de cette semaine, c'est Firefox qui, eh bien voilà, alors on va pas dire que c'est le chant du cygne pour Firefox. Non, on espère que non. On espère que non, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué pour Firefox. Luc, à son avis, va nous le donner dans un instant. Et donc, si vous êtes un utilisateur de Firefox, on vous invite à télécharger la toute nouvelle version qui est une vraie rupture par rapport à la précédente. Oui, alors on en parle pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé nos internautes, on l'a vu dans nos audiences, ça a passionné les gens parce que effectivement c'est quelque chose qu'on utilise quand même énormément, notre navigateur, et Firefox avec sa version 57, effectivement Firefox fait un petit peu sa révolution. C'est tous les gens de Mozilla qui ont beaucoup travaillé sur ce navigateur pour tout simplement quasiment le refaire de zéro. Alors ils l'ont pas entièrement refait de zéro, ils ont à peu près changé 75% du code, mais dans le cadre d'un navigateur aussi complexe que Firefox, c'est énorme. Ouais. Et d'ailleurs Pierre Fontaine de la rédaction de 01net qui a interviewé Marc Maillot, qui est le patron de Firefox chez Mozilla, il nous disait, Marc Maillot, que dans son papier, que je conseille de lire d'ailleurs, que Firefox c'était peut-être un des plus gros changements de l'histoire du code de l'informatique sur un même D'accord, donc beaucoup de travail pour arriver à ce résultat. Énormément de travail, et effectivement ça se voit, puisque Firefox 57 est bien plus rapide. Alors ils ont aussi changé. Alors là ils s'amusent avec des bunches, là ils musclent, ils bombent un peu le torse avec des. Voilà, alors là on est en train justement d'essayer nous-mêmes aussi de faire des tests pour comparer Quantum à Chrome. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement il est beaucoup plus rapide. Ils ont aussi un petit peu changé l'interface et ajouté quelques nouvelles fonctions. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils veulent faire derrière. C'est-à-dire Firefox est en train de mourir, on va dire doucement, d'agoniser face à Chrome, qui est un petit peu l'ogre qui a en fait mangé tout le monde. Alors qu'il y a encore quelques années, Firefox était le navigateur numéro 1. Oui, mais quand à partir du moment où Google a débarqué avec Chrome en 2008, ça a été beaucoup plus compliqué pour Mozilla. Et maintenant, effectivement, le nombre d'ingénieurs chez Google qui travaillent sur Chrome par rapport aux moyens de Mozilla, c'est beaucoup plus compliqué.
compliqué. Donc Mozilla avait dit ok, on abandonne le combat face à Google, et là ils reviennent avec Firefox Quantum en disant on va réussir à être aussi performant, voire plus performant que Chrome. Donc on veut montrer qu'on on va aller sur l'innovation finalement sur le navigateur, et c'est important parce que Firefox, on rappelle quand même que c'est une organisation sans but lucratif, Mozilla, qu'ils défendent un web libre, contrairement aux silos aujourd'hui que peuvent nous imposer des gens comme Apple par exemple ou Google aujourd'hui, qui mettent en avant la sécurité, l'ultra-sécurité de leur navigateur et de la sécurité, le fait que vos données ne soient pas transmises non plus, on en parlait tout à l'heure, la vie privée. À des tiers. Quand vous utilisez Chrome, évidemment que Google récupère énormément de vos données. Donc tout ça c'est important, c'est aussi le web libre Firefox. Donc on vous conseille quand même d'aller jeter un œil sur ce nouveau navigateur pour voir si vous ne pouvez pas switcher. Ça peut être intéressant en tout cas d'avoir une bonne concurrence. Ce serait un peu dommage que Chrome continue devienne omnipotent, omniprésent à la fois sur le desktop mais aussi sur les mobiles, parce que Chrome mobile, est c'est important. Très bon navigateur, attention, mais c'est vrai que... oui, non, mais il fonctionne très bien, mais il faut savoir, Chrome, c'est Google. Ouais. Qu'est-ce que utilise Luc Julia comme navigateur à la maison, au travail? J'utilise Chrome. Mais j'utilisais Firefox évidemment avant. Je vais essayer celui-là, je ne l'ai pas encore essayé. J'ai mes ingénieurs qui m'ont dit ce matin et hier qu'ils étaient très excités et qu'ils ont trouvé plein de features intéressantes. Donc je vais l'essayer aussi. La rapidité, c'est bien. L'avoir écrit de zéro, c'est super parce que ça veut dire qu'on va avoir effectivement optimisé des fonctions qu'on connaît maintenant, qu'on connaissait peut-être pas forcément il y a 2-3 ans quand Chrome a été réinitialisé, on va dire. Donc ça va être super. Moi, j'utilise par contre Thunderbird pour mon email, et ça, pour les questions de privacy, etc., c'est aussi pas mal parce que ça nous permet de savoir que ou Microsoft ou Google. Thunderbird, c'est le navigateur, en fait, c'est le client mail, de Mozilla. On est d'accord. Donc à conseiller Thunderbird. Ah oui, moi j'adore Thunderbird. C'est vraiment super. Ça permet de facilement intégrer plein de comptes en même temps et tout ça. Donc c'est vraiment très bien fait. Luc, là on va plus vous lâcher maintenant. Parce que on a vu un petit peu quelques titres d'actu, mais on va s'intéresser à ce que vous faites, à ce qui fait aussi que vous êtes reconnu dans le milieu des objets connectés, la reconnaissance vocale. Il y a un instant, juste quand même, on va terminer cette histoire de smartphone qui n'est pas la bonne interface et qui est voilà. C'est quoi le futur du smartphone et avec quel appareil on va communiquer demain si c'est pas le smartphone, Luc? Avec tous. Avec tous les appareils, tous ceux qui sont autour de vous. Oui, mais dans la poche, qu'est-ce qu'on aura? Rien. Aïe, alors ça c'est un peu embêtant. Non, en fait, c'est pas embêtant parce que ce qui est embêtant, c'est d'avoir quelque chose dans la poche aujourd'hui. Ça tombe, vous cassez les écrans, c'est pas pratique, c'est toujours dans le mauvais sens que vous le prenez. Enfin bon, c'est pas une interface, c'est pas un objet qu'on a envie d'avoir. Et c'est quoi? C'est la montre, c'est les lunettes, c'est quoi le... C'est tout. Donc c'est bon. Mon combat, et je pense que j'y arriverai un jour, c'est de dire que chaque objet connectés, assumant qu'ils sont connectés, chaque objet connecté devient une interface, à une interface spécifique. Il y a des choses qui sont plus ou moins intelligentes, on va dire, on va faire attention à ce qu'on va dire à propos de l'intelligence, mais ces objets, ils vont devenir des interfaces avec les autres objets, toute la communauté des autres objets qui sont autour de vous et qui créent votre environnement. Et donc ça veut dire que vous allez pouvoir parler à une télé, mais commander la télé avec la télé, ça me paraît normal, mais avec la télé, vous allez pouvoir aussi commander la porte, la pizza, ce que vous voulez. Mais là, c'est quoi l'interface? C'est la voix avec la télé? Ce sera la voix, mais ça peut être aussi le geste, la Kinect, ça peut être une combinaison. La réalité, c'est que la vraie interface, l'interface 0 dont je parlais tout à l'heure, c'est l'interface qui vous permet de vous exprimer par des mots, mais aussi par des gestes, mais aussi par votre contexte. Et donc, ce qu'on n'a pas encore, je pense, très bien intégré, c'est que la multimodalité, qui est la vraie façon dont nous, on s'exprime entre nous, on n'a pas encore réussi à faire ça avec les machines. C'est comme le multifacteur tout à l'heure, quand on parlait de la sécurité. La réalité, c'est que on s'exprime avec plein de moyens différents, et les vraies interfaces qui seront agréables à utiliser, elles utiliseront tous les signaux possibles et imaginables, sachant que ça peut être des signaux verbaux ou non verbaux et contextuels. Donc ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Et ça sera tout et n'importe quoi. Et les objets, d'ailleurs, eux-mêmes, ça va être tout et n'importe quoi. Mais on téléphonera toujours, même si on téléphone de moins en moins, il faudra qu'on envoie des messages, il faudra qu'on prenne des photos, il faudra que parfois on aille naviguer sur TripAdvisor ou Spotify, etc. Mais que ça, on le fera comment? Il faut un écran, non?
Il faut des écrans et des télés, il y aura des écrans. Ouais, mais quand on sera en mobilité, dans la rue... Ouais, vous aurez un petit truc, si vous voulez avoir ça, vous pouvez avoir un machin sur le bras, peut-être, qui prendra tout, vos vêtements seront peut-être un écran. Il y aura des moyens d'avoir ces informations en fonction de ce que vous voulez. Quand vous voulez écouter de la bonne musique avec de la bonne qualité, vous allez avoir des beaux écouteurs. Vous pouvez avoir plein de différents devices. Le truc, c'est que c'est pas tellement la façon dont on va recevoir, c'est surtout la façon dont on va envoyer. Donc c'est la façon dont on va vouloir exprimer notre volonté d'action. Donc c'est ça qui va surtout changer. La façon dont on va recevoir, on va toujours avoir des super beaux écrans, des machins peut-être inclinés, je sais pas quoi, 3D, on va rentrer dans la télé, mais ça j'en sais rien. Mais c'est pas le problème. Recevoir, on est bon, on n'est pas bon en entrée. Le problème essentiel de tous les objets connectés aujourd'hui ou de tous les objets en général informatiques, c'est la prise en main. C'est toujours ce qu'on appelle le onboarding. Donc le onboarding d'un objet connecté, quel qu'il soit, c'est compliqué. Et c'est compliqué pourquoi ? Parce qu'il n'a pas une bonne interface. S'il avait une bonne interface, on pouvait lui parler directement, lui faire des gestes, ou lui expliquer quel est notre contexte. Il n'aurait pas besoin qu'on le configure. C'est votre combat actuel, justement, de rendre ces interfaces plus fluides, avec ce système que vous développez chez Samsung, qui se veut être... une espèce d'Internet des objets dans le cloud pour que tous les objets connectés puissent se connecter facilement, c'est ça ? Exactement, pour qu'ils puissent se connecter facilement et pour qu'ils puissent se connecter facilement entre eux. C'est-à-dire que pour réaliser l'interface dont je parlais tout à l'heure, il faut que la télé sache qu'il y a un frigo, sache qu'il y a ma montre, sache qu'il y a tous les autres objets. Et donc, ils vont pouvoir partager des données ensemble. Et donc, l'interopérabilité va créer l'intelligence. Alors là, mon dada actuel, c'est de dire, on a fait Internet of Things, super. Donc, ça ne sert à rien. D'accord ? Parce que la plupart des gens, la façon dont ils ont défini Internet of Things, ils ont pris les things et les ont connectés à Internet. C'est la définition, c'est super, c'est nul. D'accord ? Alors évidemment, quand je dis ça, c'est bizarre parce que je suis en charge de IoT à Samsung, donc c'est un peu compliqué. Mais j'explique juste que ça, c'est pas l'IoT. Le vrai IoT, c'est Interoperability of Things. Ça marche toujours IoT. Et Interoperability of Things, c'est quand les choses se connectent. Ça, il faut qu'elles se connectent parce que c'est Internet, d'accord ? Mais après, elles se parlent. Et donc, c'est quand elles commencent à se parler qu'on va pouvoir avoir créé ce que j'appelle des cerveaux qui vont faire en sorte qu'on va orchestrer la façon dont ces objets vont se parler et vont me servir. Parce qu'à la fin, si on a des objets, c'est pour qu'ils nous servent à quelque chose. C'est pour qu'ils nous rendent service. D'accord ? Et sans qu'on se rende compte, en fait, qu'on les utilise. C'est ça qui est fort. Petit à petit, on va vers une autre. Et l'ultime but, le prochain but, et ce que je veux faire vraiment, c'est le IoT qui va être Intelligence of Things. Donc, quand les things vont avoir l'air intelligent. Alors, on va parler d'intelligence tout à l'heure. Mais les things vont avoir l'air intelligent parce qu'ils vont être interopérer, et ils vont me permettre maintenant d'avoir ces applications et ces services complètement seamless. Je ne sais pas comment on dit seamless en français exactement, mais c'est vrai que c'est difficile à traduire. Ouais, je ne sais pas comment on dit. Mais donc, sans friction, on va dire. Voilà, très bien. Sans friction, donc quelque chose qui va être naturel, qui va arriver au moment où je le veux, qui est normal, qui est dans un... Donc, un exemple, tout va être facile. On peut avoir un exemple ? Un exemple. Je prends toujours ma maison en exemple parce que moi je crée ma maison connectée depuis 1999. Et moi je rêve d'aller boire un verre chez vous. Je vous attends parce que c'est intéressant. Et je viendrai avec une caméra parce que combien d'objets connectés dans la maison de Luc Julia ? 209 objets connectés. Voilà. 209 objets connectés qui sont donc orchestrés par ces systèmes qu'on a créés à Samsung. Et donc, un exemple, j'ai ce qui s'appelle l'aperitif scene. Bon, je suis français, donc il me faut prendre l'apéritif. Hein, c'est un truc important. Oui, alors que pour les Américains, c'est quand même assez abstrait. L'apéritif. Starbucks. Voilà, c'est donc, ça. Et donc, l'aperitif scene, c'est quoi ? C'est quelque chose qui prend... vous connaissez IFT, IFTTT. Donc, IFT, c'est un truc sympa, ça permet de créer des règles, d'accord, entre des objets connectés. Mais IFT, c'est one-to-one. Une condition entre deux objets, une condition va donner une réalisation. On explique ce que c'est rapidement pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, hein, l'IFTT comme on dit. Qu'est-ce que c'est ? C'est un moteur de règles dont vous écrivez des règles. C'est un script en fait, on va scripter des actions qui vont être sur des conditions sur un objet. Une condition sur un objet, par exemple, une règle, ça va être quand ma porte s'ouvre, allume la lumière dans le garage. D'accord ? Donc ça, c'est très simple, c'est IFT.
là, dans notre système, nous, on a if à la puissance 10, qui veut dire que c'est many to many, plusieurs. Donc plusieurs conditions sur des objets vont créer plusieurs actions sur des objets. Il faut au moins ça pour l'apéritif. Il faut ça pour l'apéritif, parce que par exemple, c'est quoi mes conditions? J'ai 15 conditions à peu près pour prendre l'apéritif. C'est qu'il faut que ça soit après 6 heures du soir, il faut que je sois un peu énervé. Alors comment c'est que je suis énervé? C'est avec ma montre qui est ici, en fonction de mon rythme cardiaque, en fonction de ce que j'ai fait dans la journée, donc un peu de contexte, mon Outlook calendar, des machins comme ça. Donc, il faut que je sois énervé. Il faut que quand j'arrive, il faut que j'arrive dans la maison, évidemment, parce que si je suis pas à la maison, je ne prends pas l'apéritif. Et donc il y a toutes ces conditions. Et maintenant, les actions, c'est alors super rigolo sur les objets. Alors, ça se passe mon apéritif dans mon ce qui s'appelle le family room. Et le family room, donc ce qui se passe, c'est que ça met la bonne musique, les bonnes lumières hue se mettent à la bonne couleur. Donc, moi, j'aime bien le rouge, donc ça se met un peu rouge. Ça allume la fireplace, la cheminée. Ça met la bonne musique, comme j'ai dit. C'est une fausse cheminée. C'est une fausse cheminée, c'est une cheminée au gaz. C'est ça qui est formidable. Qui s'allume automatiquement. Sur un bouton et exactement. Donc là, j'appuie pas sur le bouton parce que moi, j'ai pas de bouton. Hein. Ça m'intéresse pas le bouton. Donc ça fait ça met la musique, ça descend les stores, ça voilà. Donc ça fait 15 trucs à la fois. Scénarii, en fait. Tout à fait. C'est vous qui les dessinez, donc Mais là, ce qui est génial, c'est que vous faites rien. Il suffit de rentrer au bon moment dans une humeur particulière pour que le système se dise OK, bon, Luc, c'est bon, il est bon pour l'apéro et on y va. Ça, c'est l'apéritif. Le seul truc que j'ai pas encore, c'est le robot qui va me servir l'apéro. Donc ça, je l'ai pas encore. Ça, c'est pas mal. C'est vrai, ça serait bien. Ça serait bien. Cool, on a vu tout à l'heure des images de Bixby, qui est l'assistant intelligent de Samsung. Où en est-on? Est-ce que c'est vous qui vous occupez de ce truc-là, chez Samsung? Alors Bixby, c'est les anciens de Vive, parce que Samsung a racheté Vive, oui. Et Vive, c'est les anciens de Siri. D'accord. Donc mes anciens collègues, dont mon deuxième grand-papa était dans Vive. Finalement, tout ça, Siri, Bixby, c'est une grande famille. Hein, c'est une grande famille, évidemment, parce que la réalité, la vérité, et c'est vrai pour tous les assistants qui existent aujourd'hui, c'est la même technologie. D'accord. Et c'est la même technologie qui, malheureusement, a 25 ans. Et donc, on n'a pas évolué dans la voix elle-même aujourd'hui, dans la reconnaissance de la parole. Tous, Google, Alexa, toutes les choses sont exactement les mêmes. D'accord. Donc aujourd'hui, ça n'a pas changé. Et il faut donc faire quelque chose de nouveau. Mais bon, Bixby, en l'occurrence, a été annoncé. On est un peu dans la période d'essai, on va dire, toujours. Ça marche... Bientôt en France ou pas? Je ne sais pas ça. D'accord. Je sais pas. Bon. On a tenté, hein. Eric, on a posé la question. Hein. Oui, parce que c'est dans pas mal de pays, je crois, mais pas encore en France. Mais je pense que c'est Corée et États-Unis aujourd'hui. Hein. En fait, souvent, le problème de ces choses-là, c'est aussi un problème de reconnaissance vocale par langue aussi. Hein, parce que mais cela dit, Alexa, par exemple, d'Amazon, n'est pas encore disponible en français. Il n'est pas disponible en français. Ouais, c'est États-unis et Allemagne. Ouais. C'est là qu'on voit qu'on n'est plus des VIP. Hein, Google a mis aussi pas mal de temps pour sortir son assistant et Home en français. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est tout un travail. Alors on disait tout à l'heure que Luc Julia était l'un des papas de Siri. Vous avez été embauché par Steve Jobs. C'est ça? En quelle année? 2010? Quelque chose comme ça? Enfin, il a été... donc, il a racheté Siri, la compagnie, en 2010. Donc, 2010, rappelons-nous, on est à l'iPhone 4. Ouais. C'est ça, hein? Ouais. Enfin, 3GS 4. On passe au 4S. On passe au 4S. Le 4S Siri. Voilà, est sorti d'ailleurs, je crois, 24 heures avant la mort de Steve Jobs. Hein. C'était un moment un peu difficile. Donc, Steve, vous l'avez rencontré, c'est lui, il vous a embauché. Oui. Et donc, pour lancer Siri, en quelque sorte. Ouais. On voit que ça a mis énormément de temps à s'installer. En fait, c'est un marathon, ces systèmes de reconnaissance vocale. Et on n'a pas l'impression que ça progresse énormément. Et la question... alors après, je vais laisser un peu parler Eric, parce que j'imagine qu'il a plein de questions pour vous. Et puis en plus, c'est son anniversaire, donc autant qu'il profite un peu de son cadeau. Mais la particularité de Siri, de tous ces systèmes, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'ils progressent très vite. Alors qu'on nous a toujours dit qu'ils apprenaient d'eux-mêmes, etc. Non, alors, ça dépend. Il y a apprendre et apprendre. Ils apprennent la façon dont vous parlez. Donc, ils apprennent au niveau de l'élocution et ils apprennent les mots, ils apprennent la façon dont vous les prononcez. Donc ça, ils vont faire de mieux en mieux leur travail pour vous reconnaître vous. D'accord ? Donc, ça s'appelle l'adaptation. C'est de l'adaptation phonique. Sans maîtrise.
Ça, on sait comment ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche relativement bien. Là, c'est des réseaux de neurones de base. Bon, c'est du matching, c'est du forming, du morphing, si vous voulez. Donc, on peut même le visualiser assez bien. D'accord ? Les autres types d'adaptations, c'est beaucoup plus compliqué. Adapter à quoi ? Donc, si c'est des adaptations aux domaines, qui sont des domaines qui nous intéressent et qu'on veut que l'assistant prenne en charge, comment il va faire si ces domaines ne sont pas programmés ? D'accord ? Parce que là, on peut faire le lien avec l'intelligence artificielle en général aujourd'hui aussi, c'est que rien n'est appris tout seul. Hein. C'est pas magique. Il faut qu'il y ait plein de gens derrière qui travaillent sur les différents domaines. Et le problème essentiel quand on va avoir différents domaines, ça va être les ambiguïtés. Parce que dès que vous avez des domaines qui se ressemblent, peut-être, il y a des phrases qui vont être similaires pour demander des choses, et on ne va pas savoir dans quel domaine on est. Donc nous, humains, on est très forts à ça, parce qu'on travaille avec le contexte. Et là, ça revient sur ce que je disais tout à l'heure, le contexte et les autres signaux qui font que nous, on comprend, mais que la machine ne comprend rien du tout. Et elle n'est pas prête de comprendre ? Non, il y a aucune Donc l'intelligence chance, artificielle, n'existe pour pas. vous, c'est bullshit. Complètement. Bullshit, ça me paraît très bien comme mot, oui. Donc l'intelligence artificielle n'existe pas. Bon, j'ai une théorie de base, hein, donc je le dis clairement, ça n'existe pas. Et par contre, ce qui existe, c'est le machine learning. Ça, c'est très bien, je suis très content, je veux qu'on continue à faire du machine learning. Je veux qu'on arrête de parler d'intelligence artificielle, je veux qu'on parle de connaissance artificielle. La connaissance artificielle, c'est ce qu'on fait avec la reconnaissance. On apprend aux machines, machine learning, on apprend aux machines les photos d'un chien, et la machine reconnaît un chien. C'est de la reconnaissance, c'est de la connaissance artificielle. D'accord ? Et donc ça, il faut comprendre qu'un humain, il a besoin de 2 à 3 images de chien pour reconnaître un chien. Une machine a besoin de 10 000 images de chiens pour connaître un chien. Il y a quelque chose. Et le quelque chose là, c'est l'intelligence, je pense. Et c'est l'intelligence non verbale, l'intelligence qu'on ne peut pas décrire. C'est quelque chose qui vient de l'inné, qui vient de quelque chose que je ne peux pas aujourd'hui définir. Qui est biologique, en fait. Qui est peut-être biologique, peut-être autre chose, quelque chose que je ne comprends pas, moi, aujourd'hui. Et qu'on n'est pas prêt de reproduire. Et donc c'est pour ça que c'est pas jamais artificiel. Et c'est pas la puissance de calcul qui fera qu'on se rapprochera de cette non, on va avoir de plus en perception. plus on va avoir de plus en plus on va pouvoir rajouter des domaines, mais des domaines particuliers, on va être de plus en plus fort, de plus en plus deep learning dans un domaine. On va pouvoir avoir des choses beaucoup plus intéressantes. On va pouvoir faire des jeux de Go, par exemple. Go, c'est beaucoup plus compliqué que les échecs. Donc, on a mis 10 ans pour gagner au Go. Mais en fait, c'est des règles, c'est des problèmes finis. C'est des problèmes à règles. Je voulais justement, à ce propos, raconter une petite anecdote. C'est évidemment, on a vu que DeepMind avait battu les meilleurs champions de Go grâce à son AlphaGo là, cette année et l'année dernière. Sauf qu'il y a quelqu'un qui leur a posé une question qui était très intéressante. Il dit, mais qu'est-ce qui se passerait si on rajoutait juste quelques cases au jeu de Go que ferait votre intelligence artificielle ? Et ben là, elle aurait été incapable de gagner la moindre partie puisque les règles ont été changées. Et ça montre bien qu'effectivement, l'humain aurait sans problème s'adapter. Analyser immédiatement. Effectivement, les intelligences artificielles sont extrêmement spécialisées. Dès que vous changez, là il y a une étude qui est parue récemment, c'était des chercheurs qui sont amusés à faire ça, qui ont simplement ajouté un pixel à une collection big data de photos de chiens qu'une IA avait analysées pour essayer de déterminer ce qu'était un chien. Je crois que c'était des chiens. Et effectivement, elle était ensuite incapable de retrouver le moindre chien. Mais alors, quand Elon Musk, quand tous ces grands pontes de... Oula, c'est une drôle de tête quand on parle d'Elon Musk. C'est pourtant un mec assez intéressant, non ? Il y en a deux. Vous pouvez me parler si vous me dites Laurent Alexandre ou Elon Musk. Je crois que c'est les deux qui vont m'irriter. D'accord. Mais donc Elon Musk, lui, dit il faut faire attention que les robots ne nous attaquent pas, enfin deviennent des ennemis de l'humain. Il regarde trop de films de science-fiction, c'est ça ? Je pense qu'il boit beaucoup. Alors, le problème essentiel que j'ai avec ça, c'est que aujourd'hui, l'intelligence artificielle tout vient de nous. D'accord ? On programme. Je peux programmer un robot qui va vous tuer. Il va vous tuer beaucoup mieux que n'importe quel autre humain. Et je l'aurais programmé pour faire ça. Le robot d'Elon Musk qui est en train de monter les bagnoles, là, ces Tesla, dans son usine, avec ses petits tournevis, avant qu'il prenne son tournevis pour planter le mec qui est en train de le superviser, ça va
pas le faire parce que visiblement, elle a même du mal à visser les vis, parce que oui, la Tesla 3, ils ont des problèmes. Ça, je peux vous en parler aussi, mais bon, on va être gentil aujourd'hui. Mais disons que pour que le gars se retourne pour planter quelqu'un, il aurait fallu qu'il soit programmé pour ça. S'il n'est pas programmé, il ne va pas avoir l'intelligence de faire ça parce qu'il ne va pas avoir la règle de faire ça. D'accord ? Je pense que l'intelligence, en fait, c'est de l'innovation. D'accord ? Je fais le parallèle entre l'intelligence et l'innovation parce que l'innovation, c'est casser les règles. D'accord ? Parce que si vous faites la même chose que les autres, vous innovez pas. D'accord ? Donc l'innovation, c'est casser les règles. Si vous cassez les règles en intelligence artificielle, il n'y a plus d'intelligence artificielle, il n'y a plus rien. Donc il n'y a pas d'intelligence dans les robots aujourd'hui, il n'y a pas d'intelligence dans les intelligences artificielles aujourd'hui, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Mais effectivement, est-ce qu'il n'y a pas quand même, est-ce que c'est peut-être aussi les journalistes qui font le simple terme d'intelligence artificielle qui provoque un petit peu cette fascination. Et puis je pense en gros on confond peut-être ce que c'est que l'intelligence artificielle générale, ce qui était un peu le côté genre la machine qui va devenir intelligente. Un jour on aura des machines intelligentes, ce qui est un peu le fantasme de l'intelligence artificielle depuis longtemps, mais qui effectivement pour l'instant n'existe pas et sans doute peut-être n'existera jamais. Il est possible que ça n'existe. Et puis toute l'intelligence artificielle qui effectivement partout aujourd'hui, alors c'est un autre nom, effectivement, c'est du machine learning, du deep learning, etc., qui sont partout dans nos smartphones, etc., et qui servent à partir d'un certain set de données. C'est un problème de vocabulaire, en fait. C'est un problème de vocabulaire pour moi. L'erreur, on l'a faite en 1947, quand le gars qui a décidé, je ne me rappelle plus son nom, il a décidé de dire c'est de l'intelligence artificielle. Erreur, ce jour-là. D'accord, ça, erreur. Et puis après, il y a eu la machine de Turing, la machine universelle de Turing, pas la machine de Turing, en fait, le test de Turing. Le test de Turing, c'était pour dire si une machine passait ça, alors elle était intelligente. D'accord. Et bon, ça, je pense que c'est la deuxième erreur. Mais Turing lui-même a fait du back and forth tout le temps. Il a dit non, je me suis viandé, c'est pas vrai, etc. Donc, bon. Problème de vocabulaire, c'est sûr, mais là, on dit tellement de bêtises avec Musk, avec Hawkins, avec même comment il s'appelle, le gars de Microsoft, Bill Gates. Bill Gates. Ils sont en train de s'enfoncer dans ce machin-là pour faire peur, avec des théories qui viennent de nulle part. Et bon, je pense que ça n'a sont à côté de la plaque. Aucun fondement scientifique. C'est bizarre quand même, parce que c'est pas des imbéciles, ces gens-là. C'est pas des imbéciles. C'est bizarre qu'ils aient quand même cette perception des choses. Tout ce que vous dites, ils doivent en avoir conscience aussi. Est-ce que c'est parce qu'ils ont peut-être d'autres perspectives et qu'ils imaginent que la puissance de calcul et l'innovation va aller plus vite que ce qu'on peut imaginer et que dans 30 ans, 40 ans, il y aura une certaine intelligence artificielle. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'intelligence artificielle est un sujet éminemment complexe. Il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Niall Lequin, qui est donc le patron de l'IA chez Facebook, qui en parle très bien aussi de ça et qui fait effectivement, lui, très très bien le distinguo entre ce qui tient vraiment d'intelligence artificielle, le deep learning qu'ils utilisent en permanence sur Facebook pour servir des pubs toujours plus intéressantes, et l'intelligence artificielle générale qui serait de dire qu'un robot un jour va pouvoir vous parler, vous allez pouvoir, alors que ça effectivement c'est un petit peu le fantasme d'Elon Musk, mais tout à fait. Quand vous parlez à Yann ou quand vous parlez à Alex Lebrun, qui est son directeur ici à Facebook AI à Paris, je veux dire, ils sont très très clairs. Je veux dire, ils disent pas n'importe quoi. C'est des scientifiques, c'est des gens qui comprennent les choses. Le problème d'un Bill Gates, le problème d'un Hawkins, c'est un scientifique Hawkins, mais c'est pas un scientifique qui comprend l'informatique, c'est pas un informaticien. Exactement. D'accord. Et Musk, c'est un génie du marketing, mais il comprend rien. Je veux dire, il faut... Non, mais il faut être clair. Mais par contre, c'est quand même impressionnant. Mais c'est super impressionnant. C'est pour ça que c'est un génie marketing. Il a poussé un truc, il est en train de casser les règles. Je pense que ce mec-là va laisser une empreinte dans l'histoire. Mais il va, parce qu'il casse des règles vachement intéressantes. Non, mais rien que pour ça, on peut quand même saluer son... Mais je le salue pour ça. Et Tesla, moi, j'en veux 1000. Je suis très content. D'accord. Mais je ne supporte pas qu'ils disent n'importe quoi sur un sujet qu'ils ne connaissent pas. Et c'est dommage. Juste pour terminer, parce que c'est vrai qu'on est toujours, on est tous journalistes fascinés par Apple et par Steve Jobs. Et c'est peut-être la dernière question que j'avais envie de vous poser. Vous l'avez rencontré. Et une fois, quand on a déjeuné ensemble, vous m'avez dit des trucs incroyables sur Steve Jobs. C'était, vous avez sorti des noms d'oiseaux, des gros mots. C'était un garçon un peu compliqué, visiblement. Alors, j'ai sorti des noms d'oiseaux pour ses collaborateurs, pas pour lui.
Donc, Enfin, vous m'avez dit que c'était quand même quelqu'un de... je peux dire des gros mots ici. Bien sûr. Non, mais vous faites... Donc, c'est vos je l'ai rencontré propos. en 2003. Je l'ai rencontré en 2003 la Et on première terminera fois. là-dessus. Et en 2003, quand on s'est rencontrés, j'étais dans une start-up parce que j'ai fait des start-up dans les années 2000 et on avait un truc qui était sympa et on pensait que ça allait intéresser Jobs et donc du coup on a pu le rencontrer, donc on est allé lui montrer notre machin. C'était une star déjà en 2003 ? Oh bah oui, il était revenu chez C'était Apple l'iPod, déjà, enfin l'iPod était déjà... Voilà, l'iPod arrivait, Ouais. là il était bien, il avait revampé C'était le Macintosh, enfin c'était joli. Et puis l'iTunes Music Store aussi, c'était la révolution. Non, il était chaud là, il était déjà bien chaud là. et donc, bref, on lui montre notre machin, là, on avait 1 heure scheduled sur son Vous calendrier. lui montriez quoi à l'époque ? Je peux pas vous le dire parce que mais je peux pas vous dire, mais bon, bref. Alors juste, pourquoi vous pouvez pas nous le dire ? Parce que il y a une procédure légale plus tard qui fait que. D'accord. Voilà. Tout ça est, on va dire, bordé juridiquement. Voilà. D'accord. Donc, mais bref, on lui montrait ce machin-là. Ça, hein, quand même. Et donc, au bout d'un quart d'heure, il dit c'est de la merde et il se casse. Alors évidemment, c'est un peu surprenant. Alors, il y avait Phil qui était là aussi, son VP of Schiller. marketing, Schiller. Et donc il était là et donc il a essayé de nous calmer, de dire vous savez, c'est lui, c'est comme ça, c'est un gros enculé en fait. Voilà. donc il est toujours comme ça avec les gens qui comprend pas ou qui veut pas comprendre. Donc vous en faites pas. Donc bon, alors moi je dirais pas que lui. C'est rigolo parce que quelques années après, quelques années après, c'est lui qui est venu vous chercher. C'est lui qui est venu chercher. Donc bon, il y a pas d'animosité, d'accord. Il y a pas de. C'est de la vallée, ça aussi. C'est quelque chose où les gens travaillent tous ensemble quelque part. Et puis il y avait des compétitions, évidemment. Il y a des compétitions, il y a des choses qui se règlent légalement. Il se passe toujours des choses. Mais il y a quelque part la volonté de faire avancer le schmilblick. Et des gens comme Jobs, ils vont. On dit que c'était un visionnaire, on dit que c'était un génie. Vous êtes d'accord avec tout ça ? C'est un visionnaire, c'est un gars qui voulait aller quelque part et il y allait par tous les moyens. Donc il était moyen sympa, mais il y allait. Voilà. C'était pas non plus un grand technicien, je crois. Non, c'est pas un grand technicien, mais un grand ingénieur. C'était un visionnaire. Il est un peu comme Musk pour ça. Oui, tout à fait. Ouais. Donc c'est un génie du marketing, un génie de la vision de là où on peut aller. Musk avec ses voitures électriques, il est en train de casser tous les. On peut les comparer tous les deux ou pas ? Oui, on peut comparer dans cette vision, on peut les comparer. Oui, je pense tout à fait. Je pense que Musk s'entoure peut-être mieux. Pour moi, c'est pour ça qu'Apple est cassé aujourd'hui, parce que Jobs n'a pas su s'entourer correctement, je crois, pour que son héritage continue. Luc, c'était un vrai bonheur de boire vos paroles. C'était un vrai plaisir de vous recevoir dans De quoi je me mail. Eric, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Voilà, on va peut-être continuer le débat comme ça entre nous là pendant quelques minutes. Mais voilà, merci beaucoup Luc Julia. Merci. Et vous restez avec nous. La suite de ce De quoi je me mail, c'est dans un instant. Victor Jakimovic à mes côtés dans une minute. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.